Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Critique Foot, votre émission hebdomadaire autour du foot. Alors aujourd'hui on va parler de Chelsea, de Thomas Tuchel qui a eu un impact considérable dans ce club. On va également parler avec Fred du renouveau du FC Barcelone et aussi du bazar entre parenthèses autour du Paris Saint-Germain avec cette défaite face à Nantes, mais cette victoire hier face à Lille. Et puis à la fin on va se poser la question, est-ce que le Covid est-il en train de tuer le football ? Alors avant de commencer cette émission, je tiens déjà à présenter ce plateau qui est riche, déjà avec Ayrton qui fait sa première apparition dans notre émission. Comment tu Bonjour vas? à tous, ça va, merci. Merci, très heureux d'être ici avec vous. Bah De tant pouvoir mieux. parler foot. C'est Tu vas toujours bien. carburer avec Chelsea d'entrée déjà. Ouais, j'ai vu Donc, ça. donc voilà, je te laisserai la parole en premier. Et puis Fala, voilà, fidèle au poste, toujours avec nous. Ouais, un plaisir de retrouver dans ce nouveau plateau qu'on a dorénavant. Donc, toujours un plaisir d'être sur Critique Foot. Et puis Fred, tu vas bien? Salut Valentin, je vais bien. Content, comme disait Fala, de pouvoir retrouver ces nouveaux studios pour Critique Foot, ça nous avait manqué. Et content d'inaugurer ces studios avec de nouvelles recrues. Un mois d'absence et puis voilà une nouvelle tête encore. William, comment tu vas? Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous pour parler foot et j'espère qu'on va passer un bon moment, tout simplement. Super, bah on va commencer déjà avec Chelsea. Ce renouveau de Chelsea depuis janvier, on le rappelle, déjà c'était Lampard qui était entraîneur de cette équipe. Et puis depuis l'arrivée de Tourelle, c'est 13 matchs sans défaite, 9 victoires, 4 matchs nuls et 0 défaite. Avant de parler de cette victoire contre l'Atlético hier, Ayrton, t'en penses quoi Est-ce que tu sens cette patte Tourelle et comment il a su mettre en place ces choses? Alors, ce qui est alarmant en vrai, c'est vraiment de se dire qu'il y a eu un avant Tuchel et un après Tuchel, enfin un pendant Tuchel plutôt. On est dans une situation en janvier où le club ne va pas bien, où on enchaîne les nuls, les défaites, les victoires, où il n'y a pas réellement de plan de jeu. On sait que quand on gagne, c'est pas par chance, mais voilà, c'est parce qu'il y a des joueurs de qualité, mais sans plus. Quand Tuchel arrive, on voit directement face au match contre Evolve, après seulement une ou deux séances d'entraînement, qu'il y a quelque chose qui se crée, mais c'est très léger. Les matchs s'enchaînent et on voit que ça commence à prendre forme. Il change les dispositifs à chaque match quand même. Enfin, il reste sur son 3-4-2-1, mais l'effectif change à chaque fois. Il fait des fois Werner en pointe, là il met Havertz en pointe, Giroud en pointe, par exemple. Et t'es pas étonné justement de voir ce Chelsea qui est quand même assez défensif, mais qui est efficace. Ça veut dire qu'il y a des victoires, il y a des matchs nuls, et c'est 2 buts encaissés en 11 matchs. Comment on peut expliquer ça? Alors, franchement, c'est une bonne question. Et ça serait difficile de l'expliquer quand on sait que Marcos Alonso a été mis au placard, Christensen a été mis au placard, Rudiger a été mis au placard, Azpilicueta a été aussi mis au placard. C'est une question de relation et Voilà, de feeling aussi. donc moi je pense que ce qui aide beaucoup, c'est que c'est un entraîneur polyglotte, Tuchel. Il parle allemand, donc ça facilite le langage. Français maintenant Il parle aussi. français, anglais, allemand. Donc quand on sait qu'il y a beaucoup de francophones, il y a Edouard Mendy, N'Golo Kanté, Kurt Zouma, Giroud aussi, donc voilà, ça aide. Thiago Silva aussi qui parle français forcément. Il parle allemand avec Werner qui avait un peu de mal, il avait dit en interview qu'il avait un peu de mal avec l'anglais, que c'était un peu compliqué pour lui, donc voilà, forcément c'est beaucoup plus facile pour lui de se faire comprendre, d'être compris. Et à l'inverse, Havertz pareil. Rudiger, lui, ça a toujours été quand même un leader dans les vestiaires. Il a été un petit peu critiqué avant la démission de Lampard, enfin avant son limogeage. On disait qu'il y avait une soi-disant mutinerie. Au final, les joueurs ont bien parlé, ont pris la défense et ont dit non, c'est pas du tout vrai. Le groupe est soudé, on est tous derrière le coach, on est triste de ce qui se passe. Enfin voilà, le fait que le coach, c'est un vrai tacticien, Tuchel. C'est quelqu'un qui connaît le métier. Et puis c'est étonnant de se dire que pendant 2-3 ans, on disait que le PSG n'avait plus d'identité de jeu. Et pourtant, on était étonné parce que Tourelle, c'est quand même un entraîneur qui a une vraie patte, qui a une vraie philosophie de jeu. Et finalement, est-ce que, Fred, on peut se dire que avec le Paris Saint-Germain, il n'était pas avec les joueurs qu'il fallait, par exemple, au niveau des efforts défensifs pour les attaquants? Parce que là, on voit beaucoup de contre-pressing. On l'a vu hier soir. On va dire que c'est un peu sa marque de fabrique. Au Paris Saint-Germain, on la voyait pratiquement pas. Mbappé, Neymar faisaient pas forcément les efforts. Là, hier, Werner sur le but de Ziyech, c'est lui qui récupère le ballon. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. Clairement que Tourelle a réussi à mettre en place à Chelsea en 2-3 mois, ce qu'il n'a jamais réussi à mettre en place au Paris Saint-Germain. Après, je pense que la faute vient du Paris Saint-Germain parce que c'est comme Unai Emery, il avait tout un système de jeu basé sur les latéraux lorsqu'il arrive au PSG. Au bout de 2 mois, ils ont dit bon, on t'aime bien Coco, mais tu vas nous repasser au 4-3-3. Il s'est adapté à ce vestiaire.
Et c'est vrai que c'est compliqué de demander à Neymar, à Mbappé ou à Di Maria à son âge d'aller faire le pressing et de courir la plupart du temps. À Chelsea, les joueurs, Tourelle est arrivé, a réussi à imposer ça très vite face à Wolves, comme l'a dit c'est justement Ayrton. Et c'est une bonne chose parce que c'est des bons joueurs à Chelsea, mais c'est des joueurs qui doivent encore confirmer. Alors que Neymar, Mbappé, Di Maria, bon, on est en Ligue 1, tu vas pas nous faire courir comme Mais des quand chevaux. il y a un projet de jeu, c'est quand même intéressant de se dire, c'est pas parce qu'on met des individualités qui sont fortes qu'on va forcément être fort collectivement. Là, on l'a vu avec Chelsea, c'est des joueurs qui, comme tu dis, n'ont pas confirmé au niveau d'Mbappé ou Neymar, mais collectivement, ils sont très forts. Bon, après, ça fait 2 mois, donc il faut prendre ça avec des pincettes. William, par rapport au match d'hier soir, est-ce que tu trouves que Tourelle a pris Simeone à son propre jeu, sur le match aller-retour en tout cas, par rapport à l'aspect défensif? On a l'impression que Simeone voulait mettre en place comme d'habitude sa philosophie, mais Tourelle a été plus fort dans ce domaine. Bien sûr, sur 180 minutes, déjà, l'Atlético s'est procuré pratiquement aucune occasion. Et Chelsea a très bien défendu. Ils ont effectué un contre-pressing excellent. On a vu à des moments Rudiger monter très haut au pressing sur le côté gauche aussi pour couvrir Marcos Alonso. Et clairement, ils ont été au-dessus. J'ai été un peu aussi déçu de la prestation de l'Atlético parce que je m'attendais à mieux. Mais ce qui est incroyable aussi, donc le Chelsea de Thomas Tuchel, c'est que sur 13 matchs, il y a quand même 2 victoires contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, en phase d'élimination directe, et 4 victoires contre des prétendants directs en Première Ligue, notamment Everton, de Carlo Ancelotti, Liverpool de Jürgen Klopp. Tu le rappelles bien, du coup, je l'avais écrit Simeone, Mourinho, Klopp, Ancelotti. C'est des entraîneurs de gros calibre. Et justement, Fala, est-ce que toi, depuis que tu as vu Tourelle arriver au Paris Saint-Germain, depuis qu'il est un peu plus mis en avant que par rapport à Dortmund où on n'en parlait pas vraiment, est-ce que tu trouves que du coup il est là, il a une place où il mérite en fait, Tourelle? C'est là où il fallait qu'il Déjà, il y a soit. une chose faut qu'on souligne, c'est qu'à Chelsea, déjà, c'est lui qui gère. Il a les pleins pouvoirs, il a pas un Tu mec penses que au-dessus. par exemple Leonardo, par exemple, ouais, c'était un peu l'ombre. De toute façon, Leonardo, c'est pas que c'est un. Mais il influe trop par rapport à son aura qu'il a, ce mec-là. Ça veut dire que quand il y a des entraîneurs qui arrivent au PSG, on voit bien c'est compliqué qu'ils puissent travailler tranquillement. Donc pour toi, il faut donner carte blanche. Bah oui, c'est ça, et on à un voit coach. bien, parce que même à Dortmund, quand il était à Dortmund, on l'a laissé travailler tranquillement. Exactement. À Paris, il est venu, il y a quelqu'un au-dessus de lui qui lui dit que ça va pas, non, fais comme ça. L'entraîneur, limite, tu négliges ce qu'il fait. Là, il part à Chelsea, on a vu en même pas 2 mois. Moi-même, je peux même plus parler parce que j'étais le premier à le critiquer. Et là, il est en train de. Moi, hier, ce qu'il a montré avec Ziyech, il a réussi à remettre Ziyech. Pour moi, ce joueur-là, c'était important que Lampard, il l'avait carrément mis au placard, ce joueur-là. Kanté, qui a mais énorme hier encore. Énorme. Et je pense, et je le redis encore une fois, l'Atlético, si vous le rentrez dedans, ils sont déstabilisés comme Paris. Si tu leur rentres dedans, ils n'arrivent plus. Le Barcelone, pareil. Et ces équipes-là, Chelsea l'a très bien montré. Et Tourelle va aller. Je pense qu'il va. Cette année, ça va être. Mais l'année prochaine, ça va être costaud. Ouais, justement, tu le dis, là on est un peu dans une culture de l'instant. Après, c'est normal qu'on en parle parce que ça fait 2 mois qu'il y a des très bonnes performances. Mais justement, Ayrton, on a pu voir dans les stats que c'est le meilleur démarrage pour un entraîneur de l'histoire du club. Ça te fait quoi, toi qui suis Chelsea? Ah bah ça fait toujours plaisir de voir qu'on enchaîne des victoires, qu'on enchaîne des bonnes performances, sachant qu'on a pris que 2 buts, dont un contre son camp. Donc au final, le seul but qu'on a pris, c'était Minamino. En termes d'expected goal, je sais pas si tu sais, en termes de buts qui devraient être encaissés ou qui devraient être mis, ça veut dire que Chelsea... En termes de buts qu'on aurait dû prendre, c'est bas. De toute manière, vu qu'on défend très bien, on concède très peu d'occasions. Mendy doit concéder, je crois, en moyenne 2 occasions par match. Donc c'est très peu. Et en plus, il a la main très ferme. On l'a vu sur l'arrêt en fin de match contre Leeds. Il a fait une main très très ferme qui a été impressionné. Même hier contre l'Atlético, sur la frappe en fin de match avant les arrêts de jeu face à Joao Félix, encore un gros arrêt. Alors que bon, même à la fin de l'ère Lampard, on s'est dit bon, est-ce que vraiment Mendy c'était la solution? Parce qu'il n'était pas hyper serein au jeu au pied, la relance n'était pas bonne. Et au final, si, on montre que voilà, c'est vraiment le gardien qu'on attendait. Et ça fait plaisir. Mais maintenant, moi, le seul point... qui m'angoisse un peu, voilà, on profite parce que, comme vous avez dit, c'est la culture de l'instant, mais c'est au niveau de la phase offensive, c'est à peine un peu quand on sait que, voilà, on a Werner, Ziyech... Parce que parfois on voit des 1-0, on voit des 2-1, donc ça c'est peut-être l'aspect négatif, mais quelque part ils sont efficaces. Et ils sont très efficaces, mais quand on est fan de foot, forcément on veut voir du but. C'est clair. Quand on sait que, voilà, Werner c'était plus de 20 buts l'année dernière, Havertz c'était plus de 10 buts, plus 10 passes D,
Ziyech, c'était le meilleur joueur de l'Eredivisie, meilleur joueur de l'Ajax. Donc forcément, on a vraiment envie que ça marque. Bon, alors c'est sûr qu'on peut pas avoir des 4-0 à tous les matchs, mais on aimerait que ça peine moins dans les 20 derniers mètres. Et c'était un peu ça le problème hier sur les 20 derniers mètres. Et je pense que ceux qui regardent pas forcément l'appel, mais la Ligue des Champions, s'en sont rendus compte aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut vraiment beaucoup travailler. Mais au niveau de la phase défensive, en tout cas, il n'y a rien à dire. Pressing haut, récupération rapide, relance propre. Franchement, c'est très solide. Clairement que je reviens rapidement sur ce que disait Ayrton. Clairement qu'il faut que la mayonnaise prenne quand tu recrutes autant de joueurs qui sont destinés à être titulaires. C'est pas des joueurs pour l'avenir, c'est des joueurs qui doivent être performants à l'instant T dès qu'ils arrivent. C'est sûr que voilà, tu peux pas mettre 4-5 joueurs comme ça offensifs en plus pour la plupart sur ta compo et que ça prenne. Mais c'est pour ça aussi que Tourelle était pour moi le candidat idéal, et peut-être que Lampard n'était pas forcément être licencié tout de suite, mais dès qu'ils ont vu que Tourelle était dispo, ils se sont dit bon, là sur le marché il n'y a pas grand chose, on va aller sur Tourelle. Comme tu l'as si bien dit, il parle allemand, il parle français, il parle anglais, donc c'est les langues majoritaires dans le vestiaire. Et ce qu'il a fait en Chelsea, comme tu l'as si bien dit, c'est du jamais vu. Et justement, on parlait du fond, de ce qu'on a pu voir, et maintenant au niveau de l'issue pour la saison de Chelsea, vous en avez parlé brièvement. William, par exemple, en première ligue, après on parlera du tirage au sort de la Ligue des Champions demain matin, qui aura lieu demain matin. En première ligue, Chelsea qui passe de la 9e place à la 4e place, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Là on voit les statistiques en bas de votre écran. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer déjà? Bon, il reste quand même pas mal de journées. Une qualification en Ligue des Champions ou peut-être un podium? Je pense que le minimum pour Chelsea, déjà, pour un club comme Chelsea, c'est de se qualifier en Ligue des Champions, surtout avec l'armada offensive qu'ils ont. Je pense que c'est le minimum. Après, essayer de décrocher un podium, c'est que du bonus, parce que maintenant Manchester City est bien devant en première ligue. Mais bien sûr que Chelsea doit absolument se qualifier en Ligue des Champions, et c'est un très grand club et on doit les voir en Ligue des Champions tous les ans, ça c'est sûr. Donc après, pour revenir sur Tourelle, il avait fait d'excellents débuts aussi au Paris Saint-Germain, où il avait enchaîné 11 victoires en championnat. C'était à l'époque un record. Ouais. Donc on sait qu'il démarre très fort, Thomas Tuchel, avec ses nouvelles équipes, notamment avec Dortmund aussi. Donc il y a une vraie patte Tuchel au début de ses expériences. Mais maintenant, il va falloir qu'il assure ça sur la durée. Et attention à l'excitation du début. On le connaît. On le connaît. Attention. On le connaît dans la capitale. Et sinon, en Ligue des Champions, au niveau du tirage au sort, forcément, on a en tête, et on l'a posé à Tourelle, enfin pas moi en tout cas, mais la question a été posée hier. Peut-être, un jour, j'espère. La question a été posée s'il aimerait rencontrer le Paris Saint-Germain. Il a dit qu'il savait qu'ils étaient très très forts, il les connaissait bien. Donc, est-ce que tu penses que cette confrontation, pour le Paris Saint-Germain, ça peut être compliqué? Même pour tous les autres concurrents d'ailleurs, parce que maintenant on peut se poser la question. Alors, maintenant, Chelsea ont montré au grand public que vraiment c'était un candidat sérieux. Je ne sais pas s'ils ont encore la force pour aller peut-être chercher un Bayern Munich qui est vraiment... ce sont des monstres, ils sont trop imposants. Maintenant, comparé par rapport à Paris, je ne sais pas, parce que je ne suis pas encore convaincu par Pochettino personnellement. Mais si on continue sur une dynamique où Tuchel enchaîne les victoires et que Pochettino ça gagne, ça fait nul, ça défaite, il y a match. Pour moi, il y a match. Là, dans l'état actuel, je dirais c'est un 50-50. Il n'y a pas réellement de gagnant. Tout est possible. Chelsea peut se faire éliminer les allers-retours, comme peut réussir à vraiment réaliser l'exploit de pouvoir se qualifier pour les demi. Maintenant, on verra. Ouais, donc c'est très très aléatoire. C'est la Ligue des Champions. C'est le haut niveau. Et justement, on va passer sur le sujet du FC Barcelone, le renouveau du FC Barcelone qui n'est plus en Ligue des Champions, mais qui carbure en championnat, qui rattrape petit à petit l'Atlético. C'est tout de suite avec Fred. Lors de cette première phase aller à élimination directe de Champions League, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont été éliminés de Champions League, respectivement par le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone et l'Atlético Madrid qui s'est fait éliminer par Chelsea. Ces deux équipes, ces deux cadors espagnols qu'on est habitué à voir au plus haut point en Champions League vont maintenant pouvoir se consacrer sur la Liga. On a pu voir, que ce soit avec Chelsea qui était 9e il n'y a pas si longtemps que ça, qui était donné perdant face à l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, ils sont en quart de finale et en 4e de Champions League. On peut voir que la vérité d'un jour n'est plus celle du lendemain. En Liga, c'est à peu près la même chose. Il y a quelques mois, on disait, bon, l'Atlético Madrid, la Liga, cette année, c'est joué.
L'Atlético Madrid va prendre la Liga. C'est leur année. Voilà, le Real Madrid, Roussillon, Zidane ne se remet pas en question. Le FC Barcelone, mon Coman, il sait pas trop ce qu'il fait, c'est une transition. Mais c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Je vais vous montrer une infographie qui va vous montrer que le FC Barcelone est maintenant à 59 points en Liga. Ils sont juste derrière l'Atlético Madrid avec 4 points d'écart. Donc moi, ce que je voulais vous demander dans un premier temps, c'est de savoir si vous, autour de ce plateau, vous pensez que le FC Barcelone peut gagner la Liga cette saison. Fala, toi qui observes le FC Barcelone comme personne, qu'est-ce que tu en penses? Là, déjà, on va rappeler une chose, c'est que le football, ça va très, très, très vite. On parlait de... comme tu as dit, on a porté des jugements il y a un mois, 2 mois. On a enterré déjà le Barcelone, le Real. On voit que le Barcelone, ils sont à 4 points. Ouais. Tu vois, ils reviennent très, très fort en Ligue des Champions. Bon, ils se sont fait sortir, ils n'ont pas eu de chance contre le PSG, qui est tombé sur un gros PSG, mais aussi avec il n'y avait pas de défense, il y avait un milieu de terrain qui était à revoir, tout ça. Là, on voit bien, comme tu l'as très très bien dit, on voit que, regarde pareil en Angleterre, on voit Manchester City, ils étaient enterrés, on voyait United, moi le premier, je voyais United. Ouais, toi le premier, on en a parlé. Et pareil en Espagne, hein, j'ai dit l'Atlético, ils vont terminer le championnat, regarde. Ça, on l'a tous dit. Et non, le football, en fait, ça nous rappelle qu'on ne peut pas porter du jugement comme ça. C'est compliqué. Ça va vite. Ça va très vite. Regarde, Barcelone, là, ils sont quasiment en train de mettre la pression à l'Atlético. Valentin. Bah, après, moi, mon avis, c'est heureusement qu'ils ont des périodes comme ça reste le FC Barcelone quand même. Même s'ils sont dans un contexte compliqué, que ce soit sur le terrain et financièrement, je pense qu'aussi, quelque part, ça peut jouer dans les têtes la nomination de Laporta, qui a pu donner un peu d'oxygène au club et entrevoir un avenir un peu plus radieux, parce que l'avenir, on en a parlé, moi je disais dans quelques années c'est pas réglé cette histoire, il y a quand même presque 1 milliard de dettes, et puis peut-être Messi qui partira. Là, je trouve comme Laporta, qui a eu un passage de 2003 à 2010 à peu près. Et qui a connu 2010, c'est lui qui a connu l'épopée du FC Barcelone avec ses Ligues des Champions, Xavi, Iniesta, Ronaldinho et consorts. Et donc, il sait y faire. Et en plus, il est très très proche de Lionel Messi. Donc, je trouve que ça remet en jeu un peu son potentiel transfert. Mais pour parler du terrain, c'est vrai que moi, j'avais donné l'Atlético gagnant du championnat quand ils ont plus de 10 points avec 2 journées de retard. Là, en Ligue des Champions, mine de rien, parce que il faut le souligner aussi, quand on voit le niveau de jeu, quand il y aura des confrontations directes, j'ai pas regardé le calendrier, je pense qu'il y en a eu il y a quelques semaines, ça a dû jouer aussi. Je crois que c'est le Real Madrid qui avait gagné contre l'Atlético, je crois. La première défaite, il y a eu match nul le 7 mars. Donc après mais la première défaite, je te coupe rapidement, c'est intéressant ce que tu dis, la première défaite, d'ailleurs l'Atlético Madrid a fait 2 défaites cette saison, une face à l'Evente récemment, et face au Real Madrid, c'était leur première défaite de la saison. Donc moi je pense que Là, je vais pas tourner ma veste, mais je pense que quand le FC Barcelone est à 4 points derrière, avec l'expérience qu'ils ont, c'est un peu comme la Juventus en Serie A, c'est le club qui gagne à peu près tous les championnats, enfin tous les ans quoi en fait. Ils gagnent plus que le Real Madrid. Plus que le Real Madrid, et du coup ils ont cette expérience du championnat, et ils l'ont plus que l'Atlético Madrid, donc moi je pense que ça peut jouer. Après je garde confiance quand même pour Atlético, parce que avec toute l'avance qu'ils ont, je pense qu'ils seraient très très déçus de pas remporter ce championnat, et les hommes de Simeone, Luis Suarez et consorts ne voudront pas voir le FC Barcelone les doubler. William, l'Atlético Madrid tout de même, certes ils se font attraper au compteur, mais 2 défaites dans la saison, c'est très peu. Tu les vois pas comme le candidat au titre cette saison? Alors je les vois favoris déjà, car ils ont 4 points d'avance quand même, et au bout de 27 journées c'est quand même quelque chose. Et ils prennent très peu de buts en Liga, très peu, c'est une très bonne défense, et je pense que l'objectif numéro 1 de l'Atlético Madrid et de Diego Simeone, ça reste la Liga. Cependant, le FC Barcelone revient très fort, notamment avec ce passage en 3-4-1-2 ou 3-5-2 comme vous voulez. Et donc, pour répondre à ta question initiale, le Barcelone a toutes ses chances, puis surtout qu'ils doivent encore affronter l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Donc ça va être des confrontations directes, c'est là où va se jouer vraiment le titre. Et donc l'Atlético, le FC Barcelone et le Real ont encore leur chance, mais quand même je reste sur l'Atlético favori. Tu fais bien, William, d'inclure le Real Madrid dans cette course au titre, parce qu'ils sont légitimes. Ils sont qu'à 6 points, un peu. Ils sont à 57 points. C'est à peu près la même chose, et d'ailleurs moi je trouve que même le Real Madrid, on en parlait d'ailleurs, j'en parlais hier soir, le Real Madrid...
a repris tellement de force, quoi. Après, Ouais. surtout, c'est le match retour contre l'Atalanta qui le montre. Le match aller un peu moins. mais le match aller, oui, un peu moins. Mais je pense que avec tout l'effectif, enfin avec l'effectif qu'ils ont, avec tous les joueurs qu'ils ont, et puis Zinedine Zidane qu'on avait enterré une dizaine de fois, je pense que c'est à peu près pareil que le FC Barcelone. Ils sont autant dangereux pour l'Atlético Madrid dans ce championnat, c'est sûr. Toi, Ayrton, tu te dis pas peut-être que oui, d'accord, Barcelone revient, oui, d'accord, le Real Madrid revient, mais l'Atlético Madrid, peut-être que cette saison, ils se sont dit bon, la Champions League face à Chelsea, on va un peu se ménager, on va se focaliser sur la Liga qu'il n'a plus gagné depuis 2014. On a pu voir qu'il a adopté un nouveau style de jeu. On critique beaucoup l'ami Simon sur 4-4-2, 4-4-2 allongé, 4-4-2 allongé. Il a décidé de jouer en formant une formation en 3-5-2 cette saison. Toi, Ayrton, tu penses que cette saison, Simeone, le 3-5-2, faut qu'il le garde? Pour moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Si la mayonnaise a pris en début de saison et qu'il a réussi à marquer autant de buts et en prendre si peu, voilà, on parlait des expected goals. Normalement, l'Atlético Madrid aurait dû mathématiquement en marquer que 35. Ils en ont réussi à marquer 10 de plus, 45. Donc ça veut dire qu'on a un nouveau Atlético qui est bien plus offensif que les précédents. Donc pour moi, c'est à partir de là, on ne doit pas changer de dispositif, on doit rien changer. Malheureusement, après, il y a les blessures qui viennent en compte, il y a le Covid qui vient tout chambouler à chaque fois. Donc c'est sûr qu'on doit se réadapter. Maintenant, est-ce qu'ils sont toujours favoris en Liga? Ils sont beaucoup moins favoris qu'avant, ça c'est sûr, parce qu'ils avaient pris une telle avance et ils se sont fait tellement revenir qu'on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont finir champions? Maintenant, ils ont un effectif toujours aussi performant. Marcos Llorente, ça reste un très gros joueur. Ouais, c'est sûrement le meilleur joueur de la saison, sûrement pour l'Atlético. Oui. Suarez qui fait gagner des points quand même. Suarez qui avait été enterré par le Barça, qui aujourd'hui est second meilleur buteur de la Liga avec Messi. Très très fort aussi. Donc voilà, il y a plein de bons joueurs de très grande qualité. Le Marc, il retrouve quand même Voilà, le Marc qui a connu. Qui s'est jamais imposé à l'Atlético Madrid et que cette saison, c'est une des pièces maîtresses de la Voilà, c'est important. Il a mis énormément de temps avant de marquer ses premiers buts, ses premières passes décisives. Et là, aujourd'hui, voilà, on a le Lemar qu'on attendait. Le Lemar qui a été sélectionné pour la Coupe du Monde, c'était ce Lemar-là qu'on voulait voir. Et c'est celui qu'on voit actuellement. Ouais. C'est vrai que le Thomas, rapidement, parce que comme tu l'as dit, William, il a été sélectionné par Deschamps. Ça fait plaisir. C'est vrai que le Thomas Lemar qu'on a vu briller avec Monaco en Champions League, on l'avait perdu de vue, cette pépite du SM Caen de base. Je crois qu'il avait une dizaine d'un but. Enfin, ça faisait un an qu'il n'avait pas marqué, un truc comme ça. Donc après, bon, moi je trouve que pendant un an, c'est un miracle qu'il soit resté à l'Atlético. Et heureusement, parce que du coup, là, il est bon sur le terrain. C'est ton adaptation. Tout simplement. On a pu voir je suis pas sûr parce qu'avant il était Benzema, bon et puis après il était mauvais et puis après il était bon, c'était en dents de scie un peu. Peut-être quand que même. ça fait 2 ans il est là-bas. De 3 ans même. 3 ans maintenant, 3 ans maintenant, il fait sa 3e saison. Et c'est que maintenant qu'on sent qu'il s'impose en fait dans cette Mais effectif. Benzema quand il est arrivé au Real de Madrid, il lui a fallu 2 ans quasiment. Et ça a été voilà. Voilà. Mourinho qui disait bon, c'est un chat, moi il me faut un lion. Après les mecs faut que Là, il a eu le droit de la jungle. Ouais. c'est ça. Mais après faut que les mecs peut-être qu'il a pris conscience aussi, comme je dis, il y a une adaptation, le pays, système de jeu aussi. Peut-être que lui, déjà, la langue espagnole, peut-être qu'il n'avait pas aussi bien enregistré. Et ça, c'est un facteur aussi. Oui, totalement. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Peut-être là, maintenant, ça y est, il est libéré. Simeone, il a peut-être trouvé aussi les bons mots. Tu vois, et on voit, il l'a remis tout doucement. Il ne l'a pas remis d'un coup. Et comme il a dit William, il est revenu en équipe de France pour le plus grand plaisir. De toute façon, avec Simeone, il faut marcher avec la confiance. C'est clair et net. C'est ce que Griezmann avait fait, ça avait fonctionné. Et comme tu disais, c'est en termes de culture, la barrière de la langue, c'est tellement. C'est important. C'est important de le souligner. C'est essentiel au quotidien. Tu peux pas t'intégrer à. Il y a un groupe de personnes qui parlent une langue, tu t'intègres pas aussi facilement que ça, donc ça joue beaucoup. C'est juste. Simone, il a bien sûr que les journalistes lui ont posé la question. Diego Simone, vous allez gagner la Liga cette saison? Il leur a répondu. On peut gagner la Liga, mais qu'on la gagne avec 10 points d'avance, là par contre, c'est une utopie. On ne gagne pas une Liga avec 10 points d'avance. Et peut-être qu'il a raison. Ça va être super intéressant à suivre parce que franchement, la Liga, on pensait qu'elle a été pliée d'avance et au final, elle ne l'est pas du tout. Et celui qui arrive à me dire quelle équipe va finir première cette saison est très fort parce que c'est compliqué. Maintenant, on va se concentrer sur le Barça. On peut vraiment voir qu'on pensait que le FC Barcelone était là une transition pour eux. Messi doit partir, la présidence, Suarez qui part, le recrutement qui n'est pas bon, la dette. Au final, le FC Barcelone, c'est peut-être plus qu'une année de transition. Donc tout à l'heure, je voulais vous montrer une infographie qui n'est jamais arrivée. Cette fois-ci, elle va apparaître. On peut voir que... Alors, je vous avoue que je suis myope, mais on peut voir que le FC Barcelone, en termes de buts inscrits, il me semble que ce soit 61 buts marqués. C'est énorme. On peut voir les plus grosses équipes des 5 grands championnats ne mettent pas 61 buts. Il me semble qu'il n'y a que l'Atalanta qui a ce... Donc peut-être que Coman qui était décrié, on pensait que c'était un pompier de service,
peut-être que c'est un coach bâtisseur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Valentin? Mais offensivement, de toute façon, ils ont tous les arguments pour marquer autant de buts. Quand t'as Dembélé, t'as Griezmann, t'as Messi, et t'as t'as plusieurs couteaux. En général, en début de saison, on se posait la question, même l'année dernière, on se disait, mais il faut qu'il y ait un déclic. Ouais. Même pour Griezmann, même pour Dembélé, en fait, il y avait trop de joueurs. Dembélé, c'était les blessures, en l'occurrence. Ouais, soit problème de blessure, soit problème De d'acclimatation au système. On disait Griezmann, c'est abusé, là, il prend trop de temps à s'acclimater. Mm. Finalement, je trouve qu'individuellement, par exemple, en ce début d'année, il est un peu mieux. Et il contribue plus au Oui, il est collectif. mieux, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, je pense que ça peut jouer. Et le Barça est au niveau où on l'attendait de base. Donc, heureusement, c'est super. William, nous, on a pu voir que Coman a utilisé beaucoup le système cette saison. On peut voir que c'est un coach qui se remet en question, qui essaye des choses. Toi, est-ce que tu penses que Laporta et tout son organigramme doit se dire, bon, Coman, on va bâtir avec lui? Ah, bien sûr. Je pense évidemment qu'il faut continuer à bâtir avec Ronald Koeman, tout simplement parce que depuis son changement de dispositif, donc en 3-4-3 pratiquement, ça a donné beaucoup de liberté aux trois offensifs, que ce soit Griezmann, Messi et surtout Ousmane Dembélé. On a vu contre le Paris Saint-Germain ingérable. Ingérable. La production du jeu, ouais. Et bien sûr, il est en train de construire quelque chose. Il est en train de construire un vrai projet, Ronald Koeman. Et il lui faut du temps, bien sûr, parce que le FC Barcelone, c'était un club pratiquement en ruine il y a un mois. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir. Et après, il va bien sûr avoir le feuilleton Messi. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va pas prolonger? Donc ça va être un facteur déterminant pour l'équipe de Ronald Koeman, pour son projet. Mais en tout cas, s'il continue comme ça et s'il a tel résultat et s'il arrive à même remporter la Liga, je ne vois pas pourquoi Messi voudrait partir du FC Barcelone. Mais je tiens à dire juste avant, tu donnes la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y, mais moi, de toute façon, cet été, il n'y aura pas de surprise. Je pense qu'il n'y aura pas de gros recrutements parce que l'objectif, c'est quand même de rembourser les dettes. De 1 milliard. C'est quand même de vendre un tout petit peu tout en gardant un collectif assez équilibré et cohérent. Donc, l'effectif, je pense qu'il s'inscrit sur la durée, mais si on met un point d'interrogation, mais c'est quand même la pièce centrale du projet pour Laporta en tout cas. Ouais. Et puis après, Koeman, je me pose quand même la question parce qu'il y a quand même l'ombre de Xavi. On en parle énormément. Ce fameux grand projet, d'ailleurs Laporta y pense, ce fameux grand projet autour de Xavi. Donc ça, par rapport à l'entraîneur, en tout cas, moi je préfère pas m'avancer sur Koeman et dire qu'il restera quelques années. Oui, toi, tu dis que bon, Koeman a une nette transition, il fait le taf. Toi, voilà, tu penses que Laporta doit se dire, Koeman, on va partir avec lui, l'effectif qu'on a actuellement, on va essayer de prolonger Messi, ou tu penses qu'il faut une révolution au FC Barcelone? Non, je pense que déjà le fait que Juan Laporta soit revenu déjà au FC Barcelone, c'est très très bien. C'est une bonne augure. Ah, mais de toute façon, pour moi, je l'ai dit, de toute façon, ce mec-là, il fallait qu'il revienne au Barcelone parce que Bartomeu, ce qu'il a mis en place, il a mis à perdre ce Barcelone-là. Question folklorique. Ouais, c'est clair. Maintenant, on va revenir sur le coach, sur Koeman. Moi, je suis sceptique encore. Ouais. Ah, je suis encore sceptique. Moi, je vais attendre. S'il arrive à attraper la Liga, je suis pas sûr non plus que il va rester en place. Après, ça veut pas dire que Laporta veut pas le mettre en place. Maintenant, il y a Xavi. On sait tous que Xavi s'est pas prononcé jusqu'à temps qu'il y ait les élections. C'est exactement. Et avant Koeman. Pour moi, je pense que ça serait la meilleure option parce que c'est un mec du Barcelone. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît exactement le système de jeu. On se rappelle très bien qu'Iniesta au milieu de terrain, ce qu'ils ont pu faire. Puis il est né entraîneur. C'est clair et net. Exactement. Et Iniesta, il le disait. Il dit c'est impressionnant de voir Xavi. Le mec, c'est un joueur, mais il est entraîneur en même temps. Ouais. Parce qu'il avait déjà la faculté Je pense que les meilleures interviews à lire, c'est celle de Xavi en vrai. T'apprends tellement sur le football en fait. C'est vrai. C'est des gens du Barça en l'occurrence. En fait, c'est ça. Et en fait, pour en revenir au cas encore Messi, moi je pense que Messi va rester au Barcelone. Je vois pas où il pourrait aller. On parle de Paris, City, mais c'est quand même 500 millions. Ce mec-là, c'est 500 millions. Ce serait peut-être le transfert du siècle, même si on sait qu'il a 33 ans, Lionel Messi. Si demain ce joueur-là il va dans un club, le club en fait concrètement, je sais pas, je donne un exemple, que ce soit City ou Paris, demain ils font comment? Ils prennent Messi, mais derrière tu fais comment? La masse salariale elle va prendre un coup, ça va être impressionnant. Derrière tu peux rien recruter. Est-ce que tu vas gagner le championnat, la Coupe de France? Mais est-ce que en Ligue des Champions, tu arriveras à la gagner avec ce joueur-là? Que à Barcelone, Laporta, c'est son fils. C'est son fils. C'est Messi. Et Messi devait attendre. Mais c'est pas possible. Messi lui-même, il devait attendre. Mais d'ailleurs, on en parlait avec Ayrton. Je disais, tu sais, il me disait, Ayrton, Lionel Messi, c'est la première fois qu'il vote depuis qu'il est au FC Barcelone. Toi, Ayrton, tu penses que contrat à vie pour Lionel Messi, Barcelone, contrat à vie, t'as commencé, t'as 33 ans, tu finis? Ou peut-être que c'est le moment pour Messi, qu'il y a une transition? On sait que le Barça est endetté d'1 milliard, on sait que Messi a un salaire colossal. Peut-être que
même pour l'intérêt du FC Barcelone, ce serait bien qu'il parte, que ce soit City ou à Paris, les clubs qui ont un peu les moyens. Ou pour toi, bon, Messi a 33 ans, malgré son salaire, avec l'état de forme qu'il a en ce moment, il faut le garder au FC Barcelone, tu serais Laporta. Le cas Messi, c'est une boule de nœud. Vraiment, c'est une boule de nez avec. C'est compliqué à le démêler. Laporta, il connaît très bien Messi. Messi connaît très bien Laporta. Ils s'aiment les deux. Vraiment, il y a une vraie relation un peu fusionnelle entre deux. On parle même d'une proposition de contrat à vie pour Messi. Ouais. Donc, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que voilà, on peut se poser la question de Messi. Il a 33 ans. Comme on dit, on sait la masse salariale, les blessures qui peuvent un peu plus s'accumuler avec le temps. Est-ce que, comme il a dit, est-ce que c'est le joueur qui va faire gagner la Ligue des Champions? Voilà, il y a plein de questions. Ça Moi, je reste le quand trouve même. en forme en ce moment. Ouais, bah bien sûr, il a très mal commencé la saison. Et aujourd'hui, c'est premier de la Liga, deuxième meilleur passeur. Donc oui, il est le Messi qu'on connaît. Malgré son âge, malgré tout ce qu'on veut, ça reste le GOAT. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une situation vraiment compliquée. Tu peux nous appeler le GOAT pour les internautes qui ne connaissent pas la traduction. GOAT, c'est the greatest of all time, le meilleur joueur de tous les temps. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous savez. Voilà. Donc voilà, vraiment, il y a. On le garde. Messi, pour moi, il faut qu'il garde. C'est son ADN, c'est le Barça. Je ne sais pas s'il réussira à s'impliquer. C'est carré. Peut-être que vous, sur le plateau, vous êtes Ayrton, peut-être vous êtes nostalgique. Voilà, Xavi, Messi, on veut que Xavi coach Messi. C'est peut-être un peu utopique, peut-être un peu même caduque, non, Ayrton? Ouais, c'est utopique, mais c'est pas irréalisable non plus. Voilà, Valentin. C'est même Réalisable, voilà. Par rapport à Xavi, tu veux dire? Tour de table. Ouais, réalisable ou non? Bah, réalisable, moi j'en ai parlé tout à l'heure, donc je pense que c'est réalisable. C'est dans, Ouais. c'est dans les projets de Laporta. Et puis, Koeman, pour moi, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu un entraîneur qui fait la transition entre avant et après, quoi. Ouais. Donc, William, toi? Je suis pas trop de l'avis de Valentin par rapport à ce point-là, tout simplement parce que le Barça, c'est un club très instable depuis quelques années, Oui. et que justement, on a l'impression qu'une once de stabilité commence à arriver Oui. avec le nouveau président. Bartomeu parti, Laporta est revenu, s'il arrive à prolonger Messi, Koeman qui arrive à vraiment installer quelque chose, une philosophie, un plan de jeu, un nouveau dispositif. Donc, ça serait un peu... je trouve qu'il faut continuer avec Koeman, lui faire confiance, lui laisser une saison. Et puis Xavi, je pense qu'il c'est un jeune entraîneur et qui pourront l'avoir dans quelques années, dans X années. Et voilà, faut pas non plus. Ça va pas s'attarder forcément longtemps au Qatar aussi, l'ami Xavi. Peut-être ce qui risque de lui coûter sa place à Koeman, c'est l'élimination Ligue des Champions. Ouais. C'est peut-être ça. Et que pour lui, il lui reste la Liga pour pouvoir accrocher quelque chose. Et la finale de Copa del Rey aussi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est vrai que le match aller, ils sont tombés sur un très 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 gros PSG. Un pari exceptionnel. Mbappé qui a pris ses responsabilités. Mais il ne faut pas oublier que ce jour-là, le Barcelone était dans une phase où il n'y avait personne en défense. Au milieu de terrain, c'était catastrophique. Devant, plus personne tenait les rênes. Donc c'était un peu compliqué. Tu vois, le PSG, il faut reconnaître le match du PSG qui a été très 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 sérieux, mais aussi Barcelone qui était dans une forme moins bien, et on l'a vu au retour. Rapidement maintenant, voilà, les deux armes offensives numéro 1 du FC Barcelone, on peut dire que c'est Lionel Messi, Antoine Griezmann. On a pu voir face à USK que dans cette formation un peu en sapin de Noël, comme on a l'habitude de dire, qu'ils ont joué ensemble et qu'ils ont mis à peu près le même but d'ailleurs, Griezmann et Messi. Vous, je vais faire un tour de table, un second tour de table. Je vais commencer par toi, William. Est-ce que tu penses que Griezmann et Messi sont compatibles? Rapidement. Est-ce qu'ils sont compatibles? C'est une question assez compliquée parce que ce sont deux gauchers. Mais bien sûr qu'ils sont compatibles. Ce sont deux très grands joueurs. Je pense qu'avec ce nouveau système, ils sont plus libres, ils sont plus rapprochés. Et donc, je pense bien sûr qu'ils peuvent jouer ensemble et faire de grandes choses. Exactement. Valentin, compatible ou incompatible? Bah déjà, on avait parlé avant du cas d'Ibala en Argentine avec Messi, donc deux gauchers. Donc après... un cas similaire. Je pense que ça doit se faire rapidement parce que bon, Messi commence à prendre de l'âge et puis. Ça fait un moment qu'il est là. Mais c'est ça, donc ça doit prendre maintenant. Donc compatible, pas compatible, à un moment donné, voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vu des folies entre les deux, en tout cas. D'accord. Voilà. Compliqué. Je sais que t'aimerais dire oui, mais. Ouais, bah oui, j'aimerais dire oui, mais compliqué. Compliqué, ouais. Très compliqué. Ils jouent le même poste. Et toi, Ayrton? Face à USK, c'est pourtant bien passé. Moi, je pense simplement que Griezmann, et c'est ce qu'il est en train de faire justement au fur et à mesure là, de cette saison, c'est qu'il ne faut pas qu'il joue pour Messi, il faut qu'il joue pour le Barça. Il faut qu'il joue pour gagner des matchs et pas se dire ah tiens, je fais la bonne passe, je me place bien, il faut qu'il m'envoie bien le ballon. C'est ce qu'il est en train de se dire en ce moment. Voilà, c'est ça. En fait. C'est exactement ça. Voilà, lui, il est en train de comprendre. C'est qu'avant, quand il est arrivé, il disait ouais, moi je rêve de Messi, j'ai envie de dormir avec lui, tout ça. Voilà. Non, mais faut qu'il pense arriver avec une Ligue des Champions et pas avec Messi. Surtout qu'il arrive à comprendre, il y a Messi, c'est Messi. Bon, ça va être compliqué cette histoire. Rapidement,
Pour vous, pour conclure ce débat Liga, le gagnant de la Liga cette année, ce sera qui pour toi, William? Je vais dire Atlético quand même. Atlético, Valentin? Je vais rester sur Atlético finalement. Fala. Atlético, 4 points d'écart, les gars. Ayrton, Pareil. pareil, Atlético. Atlético. Bon, Trop solide. cette saison qui était, comme je l'ai dit, pliée d'avance, ne l'est pas du tout au final. Et ce n'est pas que en Liga qu'on voit ce cas-là. En Ligue 1, et pour la première fois depuis un moment, on peut voir que la lutte pour le championnat est encore plus incertaine. Et c'est Fala qui va vous présenter cette rubrique. Merci à Fred de m'avoir laissé sa place. Et on va revenir sur le Paris Saint-Germain et qui passe du ridicule, bah non, de l'exploit au ridicule. Donc on va revenir un peu sur ce PSG qui, depuis, on va dire, 2 petits mois, est très très décevant. On a pu voir, comme on en parlait tout à l'heure, un très bon match voilà, exactement, face à Barcelone. Et ce manque de... Moi, j'ai envie de souligner, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, ce PSG, après avoir un match de Ligue des Champions, c'est quand même 3 défaites en championnat. C'est 7 défaites, on va voir en tableau, si il peut nous faire... Voilà, merci, c'est gentil. Donc, c'est 7 défaites en championnat. C'est quand même beaucoup. William, Trop. C'est conséquent même. Et c'est la première fois sous l'RQSI que le PSG a autant de défaites en Ligue 1. Et j'ai envie de dire que cette saison, en fait, le principal adversaire du PSG, c'est lui-même. c'est ça. Parce qu'ils sont capables de matchs magnifiques contre la FC Barcelone. Et au retour, de ne pas avoir envie de jouer, de ne pas avoir envie de mettre un but en plus que l'adversaire, de vouloir que le chrono passe et attendre d'être qualifié. Et en Ligue 1, c'est la même chose. Donc il y a une irrégularité au PSG. Qui est inquiétante et malheureusement ils n'ont plus droit à l'erreur et les prochains matchs vont être déterminants pour la course au titre. C'est ça, hier on a pu voir qu'ils ont gagné face à Lille. Valentin. Ah, toi, tu disais que pendant 2 mois c'était pas terrible, mais je trouve que c'est depuis le début de la saison que c'est pas terrible. C'est vrai. Que ce soit C'est sous Tourelle, C'est vrai, où déjà des matchs étaient perdus contre l'OM, contre Lyon aussi. Donc les 7 défaites c'est conséquent, c'est beaucoup pour un club comme celui-ci depuis l'arrivée des Qataris. Et avec Pochettino, on veut être patient avec lui, donc ça fait 2 mois qu'il est là. Et en ce qui concerne sa patte, en tout cas face au FC Barcelone, il l'a clairement montré tactiquement et aussi comment motiver ses joueurs. Ça, il l'a montré, sauf qu'il faut pas le montrer sur un match. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien de mettre 4-1 au FC Barcelone, c'est ce qu'on attend. Mais il faut le montrer tout le temps. Et je trouve que on a quand même s'il y a parfois il y a des blessures comme toutes les équipes, il y a des absences, je trouve qu'on a quand même un effectif où on se doit de répondre présent à chaque fois. En championnat, il faut être régulier et c'est pas le cas. Et face à Nantes, cette défaite face à Nantes, je suis désolé, mais en plus c'est leur 2e victoire à Nantes. Donc c'est ridicule. C'est ridicule. En plus, en ressortant d'un match très 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 moyen face au FC Barcelone, un but partout, où dans le contenu, en fait, il y avait rien. Il paniquait à la relance. Après, c'est plus. Moi, je pense que ça, c'est plus une question psychologique. Ça, on nous le rabâche tout le temps, mais c'est vrai. En Ligue des Champions, ce fameux match retour. C'est une bonne équipe, hein, Barcelone. Ouais, pas, non, mais c'est clair. C'est là, est-ce que c'est pas plutôt. Là, il y a un problème mental dans Ayrton. Là, on voit bien que Monaco, ils se font balayer, ils mènent 2-0 à la mi-temps, ils perdent 3-2 face à Lorient. Là, à Nantes, ça coule. Paris, c'est souvent comme ça. Dès qu'il y a des problèmes, ça enchaîne. On dirait que c'est vraiment un raz-de-marée qui emporte tout sur son passage. On n'arrive pas à se relever à chaque fois. C'est bien de faire des masterclass, à faire des 4-1, mais à chaque fois, ça ne suit pas. On le voit au match retour, honnêtement. Dans la physionomie du match, on n'était pas très loin du retour de 2017. Alors donc oui, il y a eu plus d'expérience, donc on sait qu'on va pas faire les mêmes erreurs, mais honnêtement, si on n'a pas un Dembélé qui gâte beaucoup quand même, il a raté quand même des occasions importantes. Navas était très fort aussi, on doit le souligner. Très très gros match de Navas. Mais si les joueurs étaient pointillés, on va dire que voilà, aujourd'hui Paris peut-être ne serait pas en quart de finale de Ligue des Champions. On parlerait de que pour dire que comment ça se fait qu'ils ne sont plus là. C'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'avant et après Tuchel, on le voit à Chelsea, voilà, avant qu'ils viennent et après qu'ils partent. Et pour Paris, avec avant et après Pochettino, on voit pas la différence. C'est à peu près le même Paris. Bon, ok, le dispositif a un peu changé. Ok, Mbappé, je trouve qu'il essaye moins d'avoir la balle dans les pieds, qu'il essaye un peu plus de repartir dans la profondeur comme on aime Mbappé.
Donc ça joue un peu mieux, mais voilà, c'est pas flamboyant. Justement, Fred, donc je vais revenir sur ce qu'il vient de dire Ayrton, c'est très important. Est-ce que tu vois une différence entre le Tuchel qui avait au PSG et Pochettino qui vient d'arriver? Moi, je veux dire la vérité, Fala. Je vais commencer sur autre chose. On t'écoute. Les joueurs. Il est imposant, Fred, là. Oh là, il m'a fait peur, là. Oh, il prend l'assurance, là. Il prend de l'assurance de mieux en mieux. Bah ouais, non. Allez, lâche. Non, sérieusement, je veux dire vraiment ce que je pense au plus profond de mon âme. Je pense que le Paris Saint-Germain, en Champions League, même s'ils sont éliminés, ils sortiront jamais sans rougir. On peut le voir, je crois qu'on se fait éliminer, c'est de 1 but d'écart, pas plus. On n'a jamais mangé une déculottée. Les joueurs en Champions League ont ce supplément d'âme, se transcendent, prennent leur métier au sérieux. Mais la Ligue 1, la plupart, je pense vraiment qu'ils s'en fichent de la gagner. C'est pas comme en Première Ligue ou en Liga où limite tu préfères gagner ton championnat que la Champions League. La Ligue 1, ils s'en fichent, ils la gagnent, ou alors ils l'ont presque gagné chaque saison, à part celle où Monaco a été formidable. Moi, là où je suis déçu, oui, c'était la première année avec Camboire, c'est vrai. Mais c'était les prémices du projet. Mais en tout cas, oui, en Ligue 1, moi, franchement, après le match contre Barcelone, le 4-1, j'étais avec mon frère. Je lui disais, bah écoute, le match contre Monaco qui va arriver, là, on part avec la fleur au fusil parce que avec ce qu'on vient de faire là, c'est bon, c'est un match référence. Comme on dit, on parle de certains joueurs qui ont un match référence. Bah là, c'était l'équipe qui avait ce match référence. Derrière, contre Monaco, c'était pauvre à mourir. Là, le match de retour, on fait 1-1. Moi, je leur en veux pas. Voilà, il fallait conserver le score. Le FC Barcelone sont très performants en ce moment. Derrière, on joue contre Nantes, on fait rien sur le terrain. On fait rien. Mais moi, je pense que c'est pas une... excuse-moi. Non, vas-y. Moi, je pense que c'est pas une question de on choisit la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. C'est que le PSG se doit d'être bon dans toutes les compétitions. Et je pense. Mais ils le sont en règle générale. Oui, en général. Mais je trouve que peu importe les entraîneurs qui passent, oui. on relève toujours dans des moments de crise comme là, à l'heure où je parle. Peu importe les entraîneurs qui passent, on a l'impression qu'il y a un problème de mentalité. Je trouve qu'il y a un problème de mentalité. Les joueurs sont la situation du PSG justement. Mais je sais pas si ça. Je pense que ça colle à la peau un peu du Paris Saint-Germain de laisser aller certains matchs. Parfois, ça arrive à des gros, mais je trouve que là, surtout cette saison, c'est trop. C'est trop. Il y a dû laisser aller. Et c'est pas un problème de consigne tactique. Je pense que c'est pas un problème de consigne tactique. Par exemple, avec Tourelle, avec Emery, il y avait ces problèmes similaires qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, peu importe les entraîneurs finalement. Mais en termes de consigne tactique, de jeu produit, c'est intrinsèquement lié à la mentalité. Faut déjà avoir la mentalité avant de jouer au football. Si t'arrives sur le terrain, tu dis ce soir je vais regarder tel film, c'est mort, tu vois. Faut 1h30, je rentre chez moi, je prends la douche. C'est ça, non. Donc William, voilà. ce PSG là, comme on a pu le dire, est capable du meilleur, comme il est capable du pire. Oh oui. Là, on a pu voir, ils sont passés en Ligue des Champions, ils sont en quart de finale. On va faire un scénario, ils se font éliminer en quart de finale, ils perdent la Ligue 1. Là, c'est catastrophique pour le pays. Ah, c'est une faute professionnelle même. Voilà, c'est professionnel. Encore de ne pas gagner avec des champions ne serait pas une faute professionnelle parce que pour moi, il y a des meilleures équipes que le PSG comme Manchester City ou le Bayern de Munich. Mais de ne pas gagner la Ligue 1, ça serait vraiment une faute professionnelle parce que le Paris Saint-Germain se doit de gagner la Ligue 1 avec 10 points d'avance minimum comme ils l'ont fait tous les ans. Au moins, eux, on peut dire qu'ils peuvent gagner la Ligue 1 au moins avec 10 points. Exactement. Et pour revenir à la Ligue des Champions, ils n'arriveront pas à passer les quarts de finale s'ils décident de ne jouer qu'un match sur deux. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que contre le Barcelone, le match aller, ils ont été exceptionnels. Le match retour, c'était le néant complet. Donc en jouant un match sur deux, c'est sûr qu'en Ligue des Champions, ils iront nulle part. Il y a un match dimanche face à Lyon. Petit tour d'étape. Parce que là, en plus, c'est Lyon-Lille en championnat. Donc c'est très très bien fait quand même. Non, là, c'est Lyon-PSG. C'est Lyon-PSG. Non, mais pour le PSG, c'est Lyon et après, voilà, exactement. Je me suis mal exprimé. C'est ça. Mais en soi, c'est. Je comprends. Donc, Ayrton, petit tour de table. Après, on va passer à notre prochain sujet. Lyon-PSG pour toi? Match nul, franchement, match nul, c'est impronosticable. Si on a le même PSG, par rapport à Nantes, quand même, on rappelle les petites conséquences atténuantes, les petits accidents qu'il y a eu avec Di Maria et Marquinhos. Donc je sais pas si dans le vestiaire ça a dû changer un petit peu la physionomie, est-ce qu'ils étaient vraiment tous dans le match après ça? On sait que c'est un groupe qui est quand même assez soudé, donc forcément si quelqu'un subit quelque chose, c'est le groupe qui subit, donc au moins c'est ça qui est bien au PSG, c'est qu'on a vraiment un groupe solidaire, mais le problème c'est que ça ne suit pas forcément dans les matchs où on se dit tous les matchs on doit être comme ci, tous les matchs on doit être comme ça, il y a toujours un blocage.
Fred? Non, rapidement, avant qu'on passe à l'autre sujet, c'est vrai que Paris, derrière, ils ont de la chance d'être en Ligue 1 et moi j'adore ma Ligue 1 et je suis super content qu'elle soit devenue beaucoup plus compétitive qu'avant. Hein. Je suis très chauvin, je cracherai jamais sur la Ligue 1, mais ce Paris Saint-Germain là, en première ligue, avec toutes les erreurs qui sont permis de faire, et il serait à la 8e place, à la 9e place. Hein. Je te le dis, donc on a de la chance que derrière ce soit Lyon, que ce soit Lille et que eux aussi font des erreurs, même si je crache pas dans la soupe. Et je pense que Paris, ça va être un gros match. Les matchs contre Lyon, c'est un peu compliqué en général pour le Paris Saint-Germain. Mais sur celui-là, quand même, je pense qu'ils vont gagner le Paris Saint-Germain. Oui, oui, oui. Bah, combien Je pense, allez, 3. 3, Valentin? Moi, pour commencer, déjà, je vais donner une victoire au Paris Saint-Germain parce que je pense que c'est interdit quand j'entends les joueurs dire chaque match c'est des finales pour gagner le championnat et que là ça perd contre Nantes, ça perd contre Monaco. Là, c'est interdit, même contre Lille. Et malheureusement, c'est que là, ils vont devoir faire des efforts parce qu'en plus, il y a la Ligue des Champions. Donc, faut se battre sur tous les fronts. Mais c'est comme ça. Et s'ils veulent gagner le championnat, ça passe par là. Puis voilà. Ton score? Voilà. Ton score? Mon score, mon score. Voilà. Non, Allez, mais parce qu'en fait, je voulais dire je voulais dire un autre truc de base, mais je l'ai oublié et du coup, je suis déçu. Donc, mais non, le score précis, je partirais sur un 2-1 pour le PSG. Ouais. Et William, pour finir? Sachant que maintenant, on sait que le PSG, il fait peur à personne. C'est vrai. Cette année, il fait peur à C'est vrai, personne. mais je pense qu'ils vont réussir à se surpasser parce qu'ils ont vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je vais être très précis, je vais dire 1-0 pour le PSG avec un but de Moïse Kean. Ah Moïse ouais, Kean. voilà. Il est revenu déjà hier, il est revenu hier. Et toi, Fala? Moi, Fala, normalement, je devrais pas donner de pronostic, mais je vais donner une victoire du PSG, bien évidemment, parce qu'on sait que le PSG face. Parce qu'on sait que à t'adores des le gros- PSG aussi. Bien évidemment, ça c'est clair. Non, mais je sais que le PSG, face quand il faut répondre présent au grand rendez-vous, j'ai toujours dit, ils répondent présent. C'est leur chose que je pourrais pas leur tirer. Ouais. Maintenant, on va passer à notre prochain sujet. On va parler du Covid et de cette crise. On n'en parle pas assez, nous, dans nos émissions. Juste un petit tour de table parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Pour vous, Ayrton, je vais commencer par toi. Est-ce que la Covid est en train de tuer le football? Ah bah, c'est sûr que ce qui compte dans le football, c'est aussi les supporters, premièrement, le deuxième homme. Ouais, vas-y. Voilà. Le fait de plus en avoir, on a l'impression de voir des matchs amicaux d'été. C'est un peu lassant, même si on voit qu'il y a des matchs avec intensité, qu'ils ont essayé de mettre des bruitages en fond. C'est pas ça qui fait c'est pas ça qui fait la différence. Sincèrement, je préfère entendre sincèrement les joueurs et les entraîneurs qui se parlent plutôt que d'entendre des faux bruits qui ne servent à rien. Donc ouais, ça tue le foot à ce niveau-là, aussi par rapport aux endettements des clubs qui forcément le Covid a tué, a tué les clubs s'endettent. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'aussi au niveau de la motivation des joueurs, peut-être ça peine un peu de se dire qu'on se bat peut-être un peu pour rien, on fait un peu notre métier sans vraiment être. On voit bien, et surtout il y a des équipes, on va dire de plus bas niveau dans certains championnats, qui réussissent justement avec le fait qu'il y ait moins de, qu'il n'y ait pas de supporters, ils jouent plus libérés. On va regarder on va regarder une vidéo de Juan José qui nous explique justement que cette crise sanitaire peut tuer le football. Que répondez-vous à la question « La Covid est-elle en train de tuer le football ?» Cette question qui peut paraître provocatrice ne l'est pas autant que vous le croyez peut-être comme ça au premier abord. D'abord, il y a l'environnement économique du football qui est en train d'échanger du tout au tout. Est-ce que nous allons pouvoir continuer à payer des transferts à plus de 200 millions d'euros? Est-ce que les clubs vont avoir les moyens de le faire? Est-ce que l'économie du football va pouvoir continuer à se baser sur les droits télé? Est-ce qu'il va y avoir encore des chaînes ou des plateformes prêtes à payer plus d'1 milliard d'euros pour retransmettre les matchs d'un championnat? Donc il y a cet environnement-là, mais il y a aussi un environnement social. Est-ce que vous, supporters, vous êtes prêts à continuer à payer votre abonnement pour aller dans un stade, voir votre club? Je vous pose la question parce que, vous le savez, ni aujourd'hui, ni peut-être pendant des mois, voire des années, nous n'aurons plus le droit d'aller à 90 000 personnes dans un stade. Alors, est-ce que vous êtes prêts à payer votre abonnement, à continuer à le faire? Est-ce que vous êtes prêts à payer votre abonnement aux plateformes ou aux chaînes de télé pour continuer à voir vos matchs, ou tout simplement vous allez décider de payer quelques petits euros pour avoir juste les résumés des matchs pendant 10 minutes et peut-être que ça vous suffira. Et puis, environnement économique, environnement social, mais il n'y a pas que ça, il y a l'organisation du monde du football qui est en train de changer. Est-ce que la Champions League va-t-elle devoir changer
Est-ce qu'on va laisser les championnats tels que nous les connaissons pour aller vers la finale 8 que nous avons connue du côté de Lisbonne? Est-ce que nous allons vers un euro avec plus d'une dizaine de stades qui vont accueillir sur plusieurs villes et pays européens cette compétition à un moment donné où effectivement il y a la pandémie? Est-ce que ça va devoir changer? Et puis les mondiales, vous savez, il y a quelques dizaines d'années, les équipes qui allaient au mondial, c'était un peu plus d'une dizaine. Aujourd'hui, on parle de plus d'une trentaine. Est-ce que ces modèles-là, nous allons pouvoir continuer à le garder? Donc, vous voyez, la question de savoir si la Covid est en train de tuer le football n'est pas si provocatrice que ça, n'est pas si bête que ça. Je suis sûr que vous vous êtes posé aussi la question. J'attends maintenant vos réponses. Valentin, ce qu'il nous a dit Juan, c'est très, très juste. Est-ce qu'on va encore se permettre de payer des abonnements parce qu'on ne peut pas accéder au stade? Et comment va se dérouler cette fameuse Coupe du Monde, l'Euro? C'est vrai que des mesures doivent être mises en place pour contrecarrer cette crise sanitaire, parce que je pense que encore dans quelques années, on y sera encore, en tout cas, on sera encore en difficulté par rapport à ça. Au niveau de la billetterie aussi pour les clubs, au niveau de toutes ces choses-là, quoi. Mais je pense que c'est surtout le football amateur qui est à mettre en avant aussi, parce qu'on parle beaucoup des grands clubs, des super ligues européennes à mettre en place, des façons de gagner plus d'argent. Mais le football amateur, on n'en parle pas souvent, et je trouve que par exemple en France, on prend l'exemple, mais même de manière générale, le sport et le football est pas du tout considéré de la même manière qu'à l'étranger. Totalement. On l'a vu quand on avait arrêté le championnat, alors que tous les autres championnats n'avaient pas fait. Le foot amateur qui était suspendu pendant un bon nombre de mois, et donc moi je suspendu encore, et je pense que voilà, le sport est primordial dans une société, et mais on parle d'économie, on parle de tout ça, mais je pense qu'aussi le plus important c'est la joie de vivre, c'est de retrouver les copains, de jouer au football, de jouer même dans les autres sports, même de jouer au tennis, tout après, ça. Donc de manière générale, là on parle de foot, mais je pense que même les autres sports c'est compliqué. Donc il doit y avoir des mesures. Je pense que l'État doit prendre les choses en main, au même titre que d'autres domaines. On voit même la culture en France, c'est même pas considéré comme quelque chose d'important, parce que les théâtres et les cinémas sont toujours fermés. Et là, il faut se poser la question des choses qui font plaisir et qui animent aussi le quotidien des Français et même des étrangers. William, on a pu voir la finale de Super Bowl qui a eu au mois de février, qui s'est disputée avec du public. On a pu voir aussi les All-Star Games. Il y a eu du public. Comment ça se fait que, on va parler du foot en Europe, il n'y a toujours pas de supporters? Est-ce que, comme on a pu dire, cette crise est en train de tuer le foot? Alors déjà, d'un point de vue économique, cette crise, elle est en train de tuer le football, parce qu'il y a des clubs qui s'endettent énormément. Je pense à des clubs comme par exemple Monaco ou Lille leurs politiques sont basées sur le trading de joueurs, par exemple. Et par exemple, je vais prendre l'exemple de Nicolas Pepe qui a été vendu 80 millions à Arsenal il y a quelques années. Aujourd'hui, il vaudrait peut-être la moitié. Je crois qu'il vaut 20 millions là, tout de suite. Donc un joueur comme Nicolas Pepe qui valait 80 millions, on peut plus le vendre à ce prix-là aujourd'hui. Donc il y a peut-être une politique des clubs qui doit être revue. Et pour revenir à ce qu'on disait, comme l'a très bien dit Ayrton tout à l'heure par rapport aux supporters, à ce fameux 12e homme, donc depuis la création de la Ligue 1, il n'y a jamais eu autant de défaites à domicile pour des clubs. Donc c'est sûr que les supporters ont une place prépondérante, que ce soit dans le mental des joueurs, dans la préparation. Donc on espère qu'on va vite sortir de cette crise. Ayrton, justement, William il vient de souligner quelque chose de très important. On a pu voir beaucoup de défaites à domicile. J'ai un match en tête, mais une équipe, Liverpool. Ah, bien sûr. Tu vois, Liverpool, pour moi, meilleur exemple. Meilleur exemple, exactement. Cette équipe se fait accrocher de partout. Et on sait très bien, il y aurait eu son fidèle public. Je pense qu'il y a des points qu'ils n'auraient pas laissé. Il y a des matchs qu'ils auraient gagnés. Ouais. Quand on sait que la pression du public à Liverpool est sûrement une des armes les plus importantes, qui fait limite, je pense, de tête, je dirais 20% d'une victoire à Liverpool. Aujourd'hui, qu'il ne soit plus là,
honnêtement, je pense que ça affecte les joueurs. Parce qu'en fait, c'est une habitude, tout simplement. C'est une habitude de se dire que j'ai du soutien derrière moi. Et aujourd'hui, ils avancent un peu sans personne. Il y a des clubs Marshall maintenant. Il y a des clubs justement. Vraiment, we never walk alone. Exactement. Il marche C'est sur ça. ça, clairement. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Maintenant, ça n'existe plus le domicile extérieur. Ouais. Donc, c'est clairement. C'est ça. C'est juste un autre décor pour les autres joueurs. Voilà, ça s'arrête juste à ça. D'accord. Donc c'est réellement triste parce que c'est vraiment ça qui fait vibrer le football. Et aujourd'hui même, moi je me poserais même la question à faire une réforme à la limite de la Ligue des Champions. Si au final, on reste sur un plan de jeu, autant rester sur un terrain neutre avec confrontation directe, vu qu'on n'a plus le droit au public ou qu'on en a Après, un droit limité. plus il y a de matchs, mieux c'est. Ouais, bien C'est sûr. ça le truc. Bien sûr. Après, c'est une question d'argent, etc. Mais on peut se proposer des questions. Est-ce qu'on devrait changer maintenant le football actuel et s'adapter aux normes sanitaires, voir comment on pourrait changer le foot? C'est des questions qu'on doit se poser. Mais imaginons dans 5 ans, on est sorti de tout ça, on sera avec cette réforme, et est-ce qu'elle sera encore plus Si dans 5 ans on est sorti de ça, mais c'est une réforme temporaire. Ouais, la voilà, question, c'est ça. ta question elle est pas bête parce que si admettons d'ici 4 ans on est sorti de cette crise, ce sera surtout d'évaluer les retombées, les pertes. Est-ce qu'il y aura encore Il y aura des peut-être du clubs positif, hein, parce que là on parle sur 4-5 ans, peut-être qu'on va retourner à un football plus sain, avec des transferts beaucoup Est-ce moins que millions. justement, Peut-être on va que sur le long terme, je l'espère, que ce sera un peu plus sain et que les dépenses seront un peu plus Ça mesurées. va s'équilibrer, ça va s'adapter. Tout le monde va s'adapter, je pense, si ça dure Parce que encore là, les un prix, certain temps. si on part sur les 200 millions, des Maguire, Ouais. 80 millions, mais ça devient n'importe quoi. Ça Et j'espère que ça, au moins, qu'on va tirer du positif. Après, pour répondre à la vidéo de l'ami Juan José, qui nous manque d'ailleurs aujourd'hui, rapidement, pour le foot français, parce qu'on est quand même en France. Est-ce qu'il faut passer à la Ligue 1 à 18 clubs? Non, il n'y a qu'en Allemagne qui le font. Moi, pourquoi tu veux priver deux clubs de pouvoir se professionnaliser? Non, je suis pas d'accord. On parlait du foot amateur, ça passe par là. Qu'on soit 18 ou 20, c'est pas ça qui va changer forcément grand chose. Non, mais il y a des bonnes choses dans le foot à 18. Moi, à un moment, j'étais pour. Au final, faut trouver vraiment les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ils sont pas forcément là. Hein. Ils sont peut-être ailleurs. Ok. Et avant de terminer, on va faire un petit tour de table sur ce sujet de est-ce que la crise sanitaire est en train de tuer le football? Donc, William, pour toi, est-ce que oui ou non, pour toi, tout de suite, mais sur du long terme, risque de tuer ce football? Je pense pas quand même. Je pense que j'espère en tout cas. Hein. C'est mon intime espoir, mais j'espère qu'on va revenir à la normale, que le Covid ne va pas tuer le football, que le système est assez solide pour pouvoir survivre à cette crise et qu'on puisse revoir des images telles que la Coupe du Monde 2014 au Brésil, des moments de partage. Voilà, hein, c'est pour ça aussi qu'on aime le football. C'est ça. C'est pour ces genres d'images. Surtout que le foot, c'est on va pas dire le seul sport, mais c'est l'un des sports qui arrive à rassembler C'est l'opium du peuple. C'est le sport, bien sûr. C'est ça. Valentin, pour toi, cette crise? Bah, tu es non. Si je dois répondre précisément à la question, tu es non, parce que ça réduirait le football à sa perte. Mais est-ce que toi, tu serais capable, avant de qu'on se quitte, est-ce que toi, tu serais capable de payer encore une saison complète si tu es supporter, mais tu n'as pas accès à ton stade, aller voir tes joueurs? Là aussi, parce qu'il y a en France, ça va les abonnements, mais quand tu vas en Angleterre, les abonnements des Anglais, attention. Donc tu dis à un Anglais de pas aller. Surtout qu'en première ligue, on a vu que la qualité compte. Je veux dire, l'intérêt de chacun, je vois pas l'intérêt de payer si tu n'y vas pas. Donc, moi, j'y vais pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'économiquement, il y a un problème, mais dans tous les cas, comme je disais, il y a de l'adaptation de la part des clubs. Ils sont déjà en train d'organiser des choses. Donc, je pense qu'il y a d'autres leviers financiers à activer. On les voit pas vraiment encore. Donc, je pense que la billetterie sera remplacée par autre chose, en tout cas si on est encore dans cette situation. Mais en tout cas, ça tuera pas le football, je suis assez d'accord avec William. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit une baisse partielle, mais on peut rebondir assez rapidement. D'accord. Pour toi, Ayrton, sachant qu'aussi il y a des droits télé, on en parlait justement dans la vidéo. Non, le Covid peut pas tuer le foot. Le foot, c'est le sport du peuple. Quand on sait qu'avec une canette écrasée, on peut jouer à foot à 5. Papier. Voilà, on sait que c'est un sport qui restera. Mais là, on vit populaire. On vit une période compliquée. On va tous en sortir à un moment. Enfin, en tout cas, j'espère. Les choses ne seront plus comme avant. Je pense qu'il y aura bien évidemment des réformes sur les droits télé, sur le prix des transferts comme Fred l'a dit, sur sûrement le prix des abonnements aussi, comme en Angleterre. Voilà, par exemple Arsenal qui est le prix l'abonnement le plus cher d'Angleterre. Donc voilà, il y aura plein de choses. Rembourser le stade. Voilà, c'est bon, bien sûr, c'est pour rembourser le stade. Il y aura plein de choses à changer. C'est pas mort, mais ça sera compliqué. D'ici 4-5 ans, on devrait retrouver une vie à peu près normale.
Pour toi, Fred, sachant que là, tout a été dit sur le monde professionnel, mais surtout, c'est le monde amateur qui en pâtit tout ça. Bah, c'est important ce que tu dis. Et c'est vrai que moi, maintenant, je coach au niveau amateur, tu vois. On n'a plus de match le week-end. Et tu sais que je défends à fond le football amateur. Toi qui as joué et qui étais en centre de formation, tu le connais mieux que personne sur ce plateau, je pense. Par si Valentin nous cache quelque chose, mais concernant Ayrton et William. Valentin, il nous cache beaucoup de choses. Ouais, non, mais il a le bras long, il dit rien, mais il a le bras long comme ça. Non, mais c'est vrai que ce soit le foot, que ce soit la culture, que ce soit les relations sociales. Après aussi, il y a aussi les autres sports, mais bon, comme là, c'est crédible. Non, mais c'est sûr qu'il y a un sentiment d'amertume qui plane sur tous ces domaines, en fait, et sur nos vies. Disparition de certains clubs, ça aussi, faut mettre la clé sous la porte. C'est comme les restaurants, c'est pareil. T'as plus d'activité, t'as plus de rentrée financière, t'as plus rien. T'as des clubs qui disparaissent, c'est quand même gros. C'est-à-dire que les gros clubs, là, on parle de notre football même mis en lumière à la télé, tout ça. C'est donc eux, ils peuvent rebondir parce qu'ils peuvent être main dans la main, tout ça. Mais football amateur, c'est que là, c'est pas du tout la même chose. Hein. Là, c'est un autre monde. Hein. Et surtout en France, quand on voit que la FFF, alors je sais plus le chiffre exact, je sais pas si tu le connais, Fred, mais combien la FFF prend au football amateur 5% des droits TV, je crois, mais je crois que c'est une dizaine de millions. Même sur les licences. C'est plus que ça. Mais c'est des millions et des millions. Enfin, c'est scandaleux. S'il n'y a pas de football amateur, il n'y a pas de football tout court. Parce que tout vient de là, c'est la racine. Ouais, non, mais c'est vrai que pour revenir sur le football amateur, c'est important parce qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai qu'il y a des clubs, franchement, qui vont se casser la figure. Hein. C'est évident, et même en Ligue 1, quand tu as des clubs, déjà, je reviens sur la France, quand tu as des clubs comme Angers, dont, avec ce qui s'est passé avec Mediapro, on va pas oublier, dont leur budget dépend en fait à 70% de droits TV et le reste de la billetterie. Ces clubs, comment ils font? Bordeaux, on a vu qu'ils ont licencié peut-être 30 personnes. Il y aura beaucoup d'emplois qui seront perdus. Ça, c'est évident. On aura le temps d'en reparler. Quant à nous, notre émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission de Critique Foot. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux qui vont s'afficher en bas de votre écran. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Quant à moi, excusez-moi, prenez soin de vous, respectez les barrières sanitaires, c'est très très important et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Ciao ciao.